Il y a beaucoup de gens qui écoutent l'émission Enquête, il y a beaucoup de gens qui ont vu ce reportage-là. Il y a certainement des gens qui se sont dit « Ah oui, c'est vrai, c'est un peu douteux, on lui a pas donné toute la preuve. » Mais il y a personne qui s'est intéressé à ça comme vous vous y êtes intéressé. Oui, absolument. Dès que j'ai terminé l'écoute du reportage, je suis chez moi. Je me rappelle du nom de Maître Nouret. Je cherche sur Internet Nouret, je trouve, j'appelle. Quand je l'ai rejoint à 9 h, finalement, je lui ai dit je trouve que ce gars-là a l'air sincère, mais je peux pas être certain qu'il soit coupable ou non, mais il me semble que... Puis ça a été injuste, ce procès-là. J'ai dit, j'aimerais ça l'aider. Elle m'a dit, vous êtes qui, vous? Bien, j'ai dit, elle dit, êtes-vous avocat? Non. Êtes-vous un membre de la famille? Non. Le connaissez-vous? Non, j'en ai jamais entendu parler. J'ai dit, en fait, je suis personne. Elle m'a donné rendez-vous à son bureau. Et je suis allé la semaine suivante. Et elle avait, sans me le dire, elle avait demandé à Jolivet de téléphoner pendant que j'étais là. Puis il me dit, qu'est-ce que tu veux faire pour moi, toi? Bien, j'ai des doutes, mais moi, je suis un scientifique, j'analyse les données, les faits. Je ne peux pas dire comme ça, mais je suis prêt à fouiller puis à voir, parce que j'ai vu beaucoup de choses dans le reportage qui m'inquiètent. Alors, je dis à Daniel, on va écrire ton histoire. Tu as essayé, tu es allé à la Cour suprême, tu es allé partout, puis ça n'a pas marché, mais des fois, on écrit. Puis je dis, on va écrire ton histoire ensemble. Toi et moi, on va l'écrire. On va tout étaler, puis on va laisser le public décider. Il continue à parler avec son avocat. Finalement, il dit ouais, j'accepte ton offre. Il dit, je me suis renseigné, il dit, t'es le gars qui sauve les Belugas. Bien, il dit, tu peux peut-être aussi sauver un gars qui est pogné dans une prison. Nous avons demandé à Pierre Bélan de revoir le reportage de 2017 avec nous. Notre histoire débute ici, au centre de détention de Port-Cartier, à 60 km à l'ouest de cette île. Nous avons rencontré Daniel Jolivet. Bonjour. Ça va bien? Bien oui, Isabelle Richer. Je suis contente de vous rencontrer. Vous ne devez pas avoir beaucoup de visites ici, hein? Vous êtes ma seule visite depuis plusieurs années. Ça fait combien de temps que vous êtes en prison, Daniel? Depuis le 14 novembre 1992. Moi, bientôt, ça va faire 25 ans, oui. Depuis 25 ans, Daniel Jolivet maintient qu'il n'est pas coupable, que la preuve qui pouvait l'aider lui a été cachée. Je suis innocent, j'ai été condamné pour des crimes que j'ai pas commis. En 1994, il y a eu des témoins qui sont parjurés en cours. On a la preuve de ça aujourd'hui. Avoir eu tout ça, ces documents-là, je serais pas ici aujourd'hui. Je serais dehors, tout, je mènerais ma vie. En novembre 1992, Jolivet a des projets. Il a 35 ans. Il habite Châteauguay, mais planifie de s'installer au Mexique, où il doit se marier à la fin du mois avec sa petite amie. Son terrain de jeu, c'est le Grand Montréal, où il s'adonne à toutes sortes de trafics, des vols et du recel. Jolivet n'est pas un ange. J'avais des amis sur la réserve indienne, puis tout. Je pouvais avoir n'importe quoi. Il fréquente des gens comme lui, une nébuleuse de personnages plutôt louches, issus du milieu criminel. Et chacun joue un rôle dans cette histoire. C'est aux alentours de 19h30 hier soir que la sœur d'une des 4 victimes, François Leblanc, dont le dossier criminel est relativement chargé, fit la macabre découverte de 3 corps dans un premier temps. Outre le corps de Leblanc, gissaient ceux de 2 jeunes femmes éliminées, étant devenues des témoins gênants. Informés de la présence d'un proche dans l'immeuble, les policiers se rendaient à un appartement du 6e étage, découvrant une autre victime. Denis Lemieux, 50 ans. Le quadruple meurtre de Brossard fait grand bruit. D'autant qu'une fausse rumeur circule selon laquelle une des victimes était enceinte. La police veut trouver le coupable. En moins d'1 semaine, l'enquête est conclue. Un délateur s'est manifesté. Il n'a pas participé au crime, mais il a obtenu les aveux d'un des assassins. La police arrête plusieurs personnes, dont Daniel Jolivet, et un individu avec qui il fait des affaires, Paul-André Saint-Pierre. Très vite, Saint-Pierre admet avoir assisté au meurtre. Il dit aux policiers que c'est Jolivet qui a fait feu. Il plaide coupable à une accusation réduite et il est condamné à 12 ans de prison. C'est le témoin le plus important. Pourtant, la Couronne décide qu'il ne témoignera pas au procès de Jolivet.
Il a arrêté supposé d'être un témoin visuel qui m'aurait vu tirer tout le monde, mais il ne l'utilise pas en cours. Au procès, le procureur dira ceci au juge pour expliquer sa décision. Saint-Pierre, c'est vrai que j'aurais aimé ça le faire témoigner parce qu'il place Jolivet derrière la mitraillette. Sauf que c'est le seul bout de son témoignage qui a la moindre crédibilité. Le reste est un tissu de mensonges. À l'époque, les procédures vont vite. 1 mois après le crime, on tient déjà l'enquête préliminaire. En décembre 1992, à Longueuil, c'est le célèbre criminaliste Léo-René Maranda qui représente l'accusé. On a une preuve vaguement circonstancielle. Léo-René Maranda, il l'a dit à moi-même. Je pense pas que c'est toi qui as fait ça. Parce qu'il dit, si je penserais que ça serait toi, il dit, je te défendrai pas. J'ai dit, OK, parfait. Le témoin principal de la poursuite est finalement le délateur Claude Riendeau, un ancien policier déchu, devenu criminel. Voici des extraits tirés des témoignages à la cour. Je vivais du fruit de la drogue. J'achetais, je revendais. Un délateur, c'est un témoin que la cour qualifie de taré, car il reçoit un avantage contre son témoignage. D'autant plus que Riendeau a déjà été délateur dans le passé. L'avocat attaque sa crédibilité. Vous saviez très bien que vous étiez pour être appelé à témoigner. Il s'agissait juste d'établir les modalités. À quel prix vous vendiez votre témoignage? Léo-René Maranda, c'est un fin renard, ce gars-là. Maître Maranda talonne la poursuite pour obtenir toute la preuve. Mais avant le procès, il est forcé de se récuser pour cause de conflit d'intérêts. C'est l'avocat Ronnie McDonald qui le remplace auprès de Jolivet. Il a accepté de nous parler au téléphone. Compte tenu du professionnalisme de Maître Maranda, je pense qu'il avait été rassuré de la part de la couronne à l'effet que le dossier qu'on lui avait remis était le dossier au complet, finalement. Comment vous décririez l'ambiance qui régnait dans ce procès-là? C'était une ambiance très lourde. Vous savez, quand un avocat représente un accusé qui est accusé de meurtre, on est contre la machine. Hein? La machine, c'est l'État et ses moyens importants. Enquêteurs, témoins experts, somme d'argent pour amadouer les délateurs. Quand un délateur vous amène vers des suspects, on doit faire encore plus de vérifications, on doit faire encore plus attention. On prend ce qu'ils nous donnent et à partir de ça, on va faire des vérifications. On va aller chercher de la corroboration pour les éléments qu'il va nous amener. Mais ça, il faut que ça soit complètement indépendant, soit des preuves matérielles ou des témoins. On va aller corroborer tout ce qu'il va nous dire. Au procès, le délateur raconte ce qu'il sait des activités de Jolivet la journée des meurtres. J'ai rencontré M. Jolivet la première fois le 9 novembre à la Cage au Sport, sur la rue Concorde, à Ville-de-Laval. Autour de la table, François Leblanc et Denis Lemieux, qui, sans le savoir, vivent leurs dernières heures. François Leblanc est un vendeur de drogue et il fait du recel. Denis Lemieux est un trafiquant de stupéfiants bien installé et un ami de longue date de Daniel Jolivet. Le délateur est allé les rencontrer. C'était concernant un montant d'argent de 8 000 $. Eux nous avaient avancé ce montant d'argent-là pour une cargaison de laveuses à vaisselle et sécheuses volées. La cargaison a été saisie par la police et Riendeau a une grosse dette envers Leblanc et Lemieux. Il jure qu'il va les rembourser. Justement, il prépare un nouveau coup, le vol d'une cargaison de fruits de mer. Leblanc a 2 kilos de cocaïne à vendre. Si Riendeau a des acheteurs, il pourrait se renflouer. Daniel Jolivet et son partenaire, Saint-Pierre, se joignent à la discussion. Selon le délateur, il y a de la tension entre Leblanc et Jolivet. Jolivet propose d'aller récupérer des mitraillettes qu'ils appellent des balayeuses dans leur jargon. Les armes serviront à faire le vol pour rembourser les 8 000 $. Direction rue d'Iberville, où se trouve une cache d'armes. C'est à ce moment-là qu'il dit « On va aller se rencontrer au motel Nitolo. On va louer une chambre, puis on discutera de ça. » Le groupe se rend donc dans un motel de l'ouest de Montréal. Dans une des chambres, les 4 hommes vérifient le fonctionnement des armes. On cherche des acheteurs pour les 2 kilos de coke et on en consomme, sauf Jolivet.
Selon Riendeau, Jolivet est enragé contre François Leblanc. Il teste les armes en tirant plusieurs rafales dans le matelas. Le ton très agressif. On va leur régler leur cas. On va leur arranger le portrait. Faut pas attendre, faut y aller tout de suite. Les policiers corroborent cet événement raconté par le délateur. Il y a eu l'utilisation des armes à feu qui ont servi dans un motel, il avait tiré des coups de feu dans les matelas. C'est d'aller chercher ces éléments-là, chercher ces preuves-là avec des techniciens en scène de crime. Ensuite, les hommes se séparent, mais Riendeau dit que Jolivet l'appelle plusieurs fois pour lui parler de Leblanc et il semble déterminé à en finir avec lui. Le quadruple meurtre a lieu dans la nuit du lundi au mardi, dans 2 appartements de cet édifice de Brossard. Les corps ne seront découverts que le mardi soir. Le délateur n'est pas témoin des meurtres, mais il raconte au jury que le mardi matin, avant même la découverte des corps, il prévient un policier, car il est inquiet. Il faudrait que je te parle. Il y a quelque chose qui se passe. Prends ça en note, là. Les noms de Lemieux et Leblanc. Je m'en vais déjeuner à Pointe-Saint-Charles avec Jolivet. Puis, quand on arrive au délateur qui appelle le matin alors que personne n'a rapporté des cadavres encore, ni rien, je me dis, le seul qui sait qu'il y a des victimes, c'est celui qui les a tués à 8 heures du matin. Puis le seul qui en parle, c'est le gars au téléphone. Fait qu'il est louche, ce gars-là. Il est très louche. Alors, premier indice, quand vous regardez le topo à l'époque, vous vous dites « ça, c'est bizarre ». Ça, c'est bizarre, oui. Il faudrait que je te parle. Il y a quelque chose qui se passe. Prends ça en note, là. Les noms de Lemieux et Leblanc. Je m'en vais déjeuner à Pointe-Saint-Charles avec Jolivet. Il se rend au restaurant Barabé à Pointe-Saint-Charles pour le petit déjeuner. Vers 9h15, il déjeune, attend Jolivet qui n'arrive pas. Il lui téléphone à nouveau. Finalement, Jolivet arrive, portant le chapeau que sa fiancée mexicaine lui a offert. Un chapeau comme Clint Eastwood, là. Ça fait qu'il s'assied à ma droite, commande son déjeuner. Moi, je continue de prendre mon café. Il se revire de bord, il me regarde, puis il me dit « Ouais, c'est réglé, je les ai tués. Tu leur dois plus 8000 $. » La dette que vous aviez pour la vanne saisie. À la grande surprise de l'avocat de la défense, on appelle la serveuse du restaurant à la barre. Elle dit avoir servi les 2 hommes le mardi matin, 10 novembre. Ils ont déjeuné, puis ils sont partis tout de suite après qu'ils ont déjeuné. Et elle était dommageable pour votre client? Excessivement dommageable, parce que Mme Lalonde est le seul témoin qui venait d'une façon directe corroborer les prétentions du délateur, M. Riendeau. Qui a payé la facture? C'est le monsieur, là. Quand vous parlez de ce monsieur-là, vous parlez de l'accusé? Oui. La serveuse identifie Daniel Jolivet. Elle évoque même son chapeau. Elle dit l'avoir reconnu sur une photo montrée par les policiers peu de temps après le meurtre. On présente au jury un croquis de la scène de crime au premier étage. Le pathologiste dit que les 3 victimes de cet appartement sont mortes entre 21h30 et 2h30 du matin. Ensuite, le ou les assassins sont montés au 6e étage chez Denis Lemieux. Je suis incapable de dire combien de temps après, mais il est de mon opinion que Denis Lemieux a été tué après les autres. Lors de perquisitions, on a trouvé des armes à feu cachées par Jolivet, le même calibre qui a tué les victimes, mais l'expert en balistique ne peut pas les relier au crime. L'arme du crime n'a jamais été retrouvée, ni les 2 kilos de coke qu'on essayait de vendre cette journée-là. On a aussi trouvé quelques milliers de dollars sur Jolivet. Un expert décrit les déplacements de Jolivet grâce au cellulaire fixe dans sa camionnette. Une trentaine d'appels sont décortiqués devant le jury. Les tours cellulaires confirment sa présence au restaurant de Laval à midi, puis sur la rue d'Iberville, au motel dans l'ouest de la ville, chez Leblanc à Brossard vers 18h, puis au même endroit, après minuit. On a fait la triangulation avec des techniciens de Bell à l'époque et puis tout ça. Et ils sont allés dans la bâtisse, dans les appartements des victimes. Ils ont fait les tests eux autres mêmes.
Les policiers ont refait le trajet à bord du camion de Jolivet. Leurs appels sont captés par les mêmes tours cellulaires. C'est le coup de grâce. Ça mettait mon client sur les lieux du crime ou à proximité des lieux du crime. La défense appelle un seul témoin, la femme de Denis Lemieux, l'une des victimes, qui explique au jury que Daniel Jolivet était un ami de son mari et qu'il n'a pas pu le tuer. Plutôt mince comme défense. L'accusé Jolivet ne témoigne pas. Sa version des faits n'a jamais été entendue. C'est un choix stratégique qui lui sera reproché plus tard. C'est vrai que ce soir-là, j'y étais chez François puis Denis. C'est vrai que j'étais en possession d'armes. C'est vrai que j'étais un bandit. Mais ça a corroboré plein d'affaires de rien d'autre. Ça posait bien trop de risques de témoigner. Oui, c'est ça qui vous a fait comprendre, votre effectivement, en plein ça. Tout repose donc sur le témoignage d'un délateur appuyé de preuves dites circonstancielles. On n'a jamais trouvé l'arme du crime. Il n'y a aucune empreinte de la part de M. Jolivet, aucune preuve d'ADN. Je ne voyais pas comment un jury de 12 personnes pouvait en arriver à la conclusion que mon client était coupable lors de tout le tribunal. Le jury délibère. 3 jours plus tard, le verdict tombe. Daniel Jolivet est coupable des 4 meurtres et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans. Jolivet est bien décidé à faire renverser le verdict de culpabilité. En 1998, la Cour d'appel lui donne raison. En 98, mai 98, la Cour d'appel du Québec, ils ont ordonné un nouveau procès. En 2000, la Cour suprême, ils ont cancellé le nouveau procès. Alors, pendant toutes ces années-là, vous n'avez jamais changé d'idée, vous vous êtes jamais dit « Ah, puis tant pis, je lance la serviette ». Jamais. Non. J'ai tout le temps cherché, j'ai fait des demandes d'accès à l'information, demandé de l'aide à tout le monde. J'ai écrit des lettres à des universités, des différents gros noms d'avocats, puis j'ai reçu certaines réponses qui me disaient je suis bien sensible à votre cause, mais je suis trop occupé, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis il y a juste l'aide juridique de Montréal, puis l'IDA qui m'ont répondu. Ici, on a la parade d'identification. Lida Sarah Nouret, aujourd'hui avocate de la défense, entend parler de la cause de Jolivet en 2002. L'Université de Toronto avait fait une conférence sur le projet Innocence, puis ils ont expliqué qu'au Québec, il faudrait avoir des projets Innocence parce qu'il n'y avait pas assez de monde qui prenait les dossiers francophones. Donc, j'étais étudiante à cette époque-là. Je suis revenue à Montréal avec tout mon courage. J'ai dit, ça y est, on part le projet Innocence au Québec. Le projet Innocence, né en 1992 aux États-Unis, vient en aide aux prisonniers qui estiment avoir été injustement condamnés. L'arrivée de Lida Nouret dans le dossier redonne espoir à Daniel Jolivet. Au début, j'étais coupable, selon elle. Elle trouvait, la police, la preuve de la police, Daniel, c'est apaisant, puis tout. Mais là, hey, Lida, je te jure, Lida, c'est pas moi, Lida, je te jure, c'est pas moi. Aide-moi, s'il vous plaît. En 2003, on a commencé à rencontrer des témoins. 2004, on a commencé à avoir des documents de l'accès à l'information, des documents qu'on n'a jamais vus, que M. Jolivet n'a jamais vus, que la défense avait jamais vus. Par exemple, Jolivet obtient la déclaration d'un bijoutier de Verdun. Rappelons que le délateur Riendo a dit avoir reçu les aveux de Jolivet le lendemain du meurtre, alors qu'il déjeune dans un restaurant de Pointe-Saint-Charles. Or, Jolivet affirme qu'il n'est pas allé à ce restaurant ce matin-là. Moi, là, j'avais été au Mexique la semaine d'avant. Puis la semaine d'avant d'aller au Mexique, Hélène Aymon, elle m'avait demandé « Je veux que tu me rapportes un sombrero, un chapeau mexicain, à la place un chapeau mexicain. » Hélène Aymon, c'était la petite amie de Paul-André Saint-Pierre. Elle voulait une breloque comme celle-ci. J'avais demandé s'il peut m'apporter un petit cadeau de Mexico, là, tu sais, comme un petit bijou, quelque chose de même, un souvenir. Okay. Quelque chose que je peux dire, mon gars, mon ami était au Mexico, puis il m'a apporté ça, là, tu sais. J'avais pas pensé à ça, j'avais 56 000 affaires à faire, puis tout en plus. Fait que là, j'ai fait 2-3 bijouteries à Châteauguay. On n'a pas ça. Il n'est pas 9 heures encore, puis tout, là. Mais là, en me déplaçant à Montréal, je fais plein de 4-1, puis tout. À vous, des bijouteries à Verdun. Fait que là, j'en ai plusieurs en plus. On voit ça, là, puis tout, c'est la liste de toutes les 4-1 que j'ai faites, les bijouteries que j'appelle, tout. Oui, est-ce que vous avez ça, un sombrero? Non, on n'a pas ça, on n'a pas ça, on n'a pas ça.
jusqu'à temps que j'en pogne un. Il dit ouais, oui, on a un. Ah oui, gardez-les, vendez-les pas, j'arrive, je vais être là. Le bijoutier déclare aux policiers: J'ai reçu un appel d'un individu qui voulait savoir si j'avais un chapeau mexicain. Il était tôt le matin. Il voulait venir tout de suite en avant-midi. Nous lui avons offert de l'emballer. Il n'a pas voulu pour ne pas que le bijou ressemble à un bijou acheté ici. Mon employé m'a dit qu'il portait probablement un chapeau et il ressemble au monsieur sur une des photos que vous me montrez. Et il désigne la photo de Jolivet. Le bijoutier s'appelle Georges Bossé, celui qui deviendra maire de Verdun. C'est sûr que les policiers savaient qu'ils appelaient des bijoutiers parce qu'ils sont allés rencontrer un des bijoutiers qui a appelé. Donc, ceci démontrait, encore une fois, que c'est impossible qu'il soit à deux places en même temps et qu'il n'était pas au déjeuner. Là, le doute s'installe. Hein, quand on écoute le reportage, là, c'est cette première fois qu'on peut douter. Moi, je trouvais que Jolivet avait l'air de dire la vérité. Puis soudain, on voit une chose qu'il a dit qu'il avait faite. Puis la police le savait, mais ils l'ont pas dit à sa défense. Et il l'a jamais su. Il l'a jamais su. Bien, lui, il savait qu'il était allé voir le bijoutier, mais il n'a jamais obtenu cette preuve-là et il l'obtient alors qu'il est en prison. Ça vous donne confiance dans sa version? Exactement. Ça me donne confiance en lui. Nous avons parlé à Georges Bossé, mais 25 ans plus tard, il n'a pas de souvenir de l'événement. Ça fait partie des difficultés dans ce genre de dossier. Une deuxième déclaration mène l'équipe de Lida Nouret vers un autre témoin. Une femme arrêtée dans la semaine qui a suivi le quadruple meurtre. Son petit ami de l'époque gravitait autour du groupe criminel de Paul-André Saint-Pierre. Elle demeurait à Pointe-Saint-Charles au début des années 90. Elle a refait sa vie ailleurs. Nous l'appellerons Louise. Elle raconte un épisode qui s'est déroulé dans la nuit du meurtre. Vous êtes dans un bar avec votre conjoint de l'époque. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bien, Gordy, dans ce temps-là, on avait les Pagettes. Fait qu'il a reçu un appel par Pagette. Fait qu'il dit je m'en vais faire une commission, puis je reviens. Donc, il était minuit et quart, là. Puis finalement, il est revenu, il était 3 heures moins quart. Ouais, le Lascar, c'est ça, le Lascar, il venait d'être annoncé. 3 heures d'absence, exactement aux heures entourant le quadruple meurtre. Quelques jours plus tard, la police procède à l'arrestation de Jolivet et de plusieurs personnes de son entourage, y compris Louise et son petit ami Gordy. L'arrestation est musclée. Hey, moi, je gueulais. J'ai dit, vous êtes malade, vous êtes des mentales. J'ai dit, hey, moi, là, je suis enceinte. Je comprends absolument rien, là. Il m'amène à Partenay. Libérée après quelques heures d'interrogatoire, Louise s'apprête à retourner à la maison. Bien, avant, ils m'ont laissé toute seule avec Gordy dans le bureau. À l'époque, Louise ne parlera pas de ce qui va suivre. Puis c'est là qu'il s'est approché de mon oreille puis il m'a dit, quand t'arrives, tu t'en vas dans le sous-sol, tu vas voir un sac de sport, puis il dit, tu vas le remettre à quelqu'un, il va aller le chercher. Est-ce qu'il vous dit ce qu'il y a dans le sac? Non. Là, vous arrivez chez vous? Oui. Mais tu sais, je suis comme curieuse, là. Puis là, je me disais, hey, c'est quoi qu'il y a là-dedans, hein? Mais quand je l'ai ouvert, là, j'ai fait, là, non. Qu'est-ce que vous voyez? Une mitraillette avec pas loin de 2 kilos de cocaïne. Comment vous réagissez? Choc total. Je suis sur un choc, là. Ben moi, j'ai peur, là. Je sais pas avec qui j'ai affaire. Quand j'ai remis, là, j'ai ouvert la porte, puis j'ai même pas regardé de peur. J'ai dit, je veux pas qu'il sache que je l'ai vu. Comme ça, ben il pourra pas dire que je vais le reconnaître. Tu comprends? Je suis dans un cauchemar, là. Je peux pas concevoir dans quoi il m'a embarqué. Avant de quitter Gordy pour de bon, elle lui pose des questions. Lui, il m'a dit que c'était Paul-André Saint-Pierre qui avait remis ça, qui avait demandé de le stacher, là. C'était ses paroles, là. Rappelons que Paul-André Saint-Pierre, c'est le complice de Jolivet. Il a plaidé coupable à une accusation réduite de complicité après le fait dans les meurtres de Brossard. Le récit de cette femme, consigné en 2003 par l'avocate de Daniel Jolivet, jette un autre éclairage sur les événements. C'est entre autres avec ces éléments en main que Lida Nouret et Jolivet font une demande au groupe de la révision des condamnations criminelles, le GRCC. Il s'agit d'un comité spécial qui examine les dossiers classés par la justice
lorsque les condamnés soutiennent être victimes d'une erreur judiciaire. C'est le devoir du groupe de révision de les évaluer et de dire à la toute fin, est-ce que c'est suffisant, ça, pour avoir un impact, ou ça aurait pu avoir un impact sur la finalité du procès? En 2007 et 2008, les demandes de Jolivet sont refusées. Le GRCC trouve que la déclaration du bijoutier est très vague. Quand vous entendez qu'on estime au GRCC que la déclaration du bijoutier est très vague, est-ce que ça vous semblait très vague, cette déclaration? Elle n'est pas vague du tout. Ça a dit, j'ai vu ce gars-là arriver, il avait un chapeau de cow-boy, puis il est resté dans son véhicule pendant un certain temps à faire des appels. En tout cas, il voulait ce bijou précis. Il voulait ce bijou précis. Donc, elle corrobore exactement ce que Daniel a dit. Dans le contexte du procès, on dit, bien là, ça jette un doute, ça. L'histoire du témoin qui aurait découvert un sac avec une mitraillette a été vue comme étant non plausible. Selon le groupe de la révision des condamnations, les nouveaux documents obtenus par Jolivet n'ajoutent rien. Jolivet tente de refaire son procès alors qu'une demande de révision exige des nouveaux faits. Je m'excuse, mais c'est des nouveaux faits qu'il a apportés là. C'est ce qu'il prétendait d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il était tellement frustré. Bien, je le comprends. Je le comprends. Et des nouveaux faits, le GRCC n'en voit pas. Plusieurs remarques du GRCC ont fait sursauter le criminaliste très respecté que nous avons consulté. Le droit au silence, ça déplaît à bien du monde, mais c'est un droit fondamental protégé par la Constitution pendant l'enquête de police, pendant le procès. On demande à l'accusé de ne pas refaire le procès dans la révision, mais ceux qui analysent doivent faire la même chose. Et puis, le GRCC fait cette remarque étonnante. Jolivet n'a offert aucune preuve scientifique réfutant que la mitraillette qu'il avait en sa possession a mené à la mort de 4 personnes. L'accusé n'est pas obligé de faire entendre des experts. Et lui reprocher de ne pas l'avoir fait, à mon avis, c'était très déplacé. Et ça pouvait fausser l'analyse. Ça, c'est vrai. Il nous ramène sur Terre, là. Écoutez, on ne condamne pas quelqu'un comme ça, faux. Et dans le cas du GRCC, ça avait été prouvé que les armes qui avaient été trouvées chez lui n'étaient pas, aucune n'était l'arme du crime. Et le GRCC dit que ça n'a pas été prouvé. Alors, il y a quelqu'un, quelque part, qui ne sait pas lire ou qui est malveillant, peut-être. Mais, faut-il le rappeler, l'arme du crime n'a jamais été retrouvée. On peut se demander si ceux qui ont étudié la demande de révision connaissaient vraiment tous les faits du dossier. Déjà 25 ans que les portes de la prison se sont refermées sur Daniel Jolivet. La prison à vie pour des meurtres commis en 1992. Les années passent, mais son but n'a pas changé. Il veut un nouveau procès. Je vais être exonéré devant un juge ou des jurés, peut-être qui disent « Vous êtes acquitté de ces accusations. » Mais si on retire les accusations, c'est encore mieux. Non, c'est pas bon. Mais si on les retire, ça veut dire qu'on n'a pas de preuves. Non, non. Contre toute attente, en 2016, Jolivet reçoit encore une fois de la preuve non divulguée. Le groupe de la révision des condamnations accepte alors de revoir sa demande pour une 3e fois. Daniel avait fait un timeline très exhaustif de tous les appels qui ont été faits pour démontrer que lui, finalement, au moment des meurtres et au moment du restaurant Barabé, il ne se retrouvait pas à ces places-là. De sa cellule, Jolivet établit une chronologie des événements, un casse-tête géant qui pourrait peut-être le sauver. Vers 2h, 2h30, tout ça, donc le moment du meurtre, possiblement. On regarde ici, on voit sous Jolivet, il y a des appels téléphoniques. Dans la preuve obtenue récemment, Daniel Jolivet trouve une liste des appels cellulaires analysés par les policiers. Il examine sans relâche les éléments de l'enquête, surtout la nuit des meurtres. À quel moment vous êtes allé à Brossard chez Lemieux Leblanc?
À quelle heure j'arrivais là? Entre minuit puis minuit et quart. OK. Puis j'ai resté là 10-15 minutes parce qu'on le voit, les appels que je fais quand je me rends là. Jolivet admet être allé sur la scène du meurtre ce soir-là, porter de l'argent, ainsi que la drogue invendue. Il repart pour aller reconduire Saint-Pierre, son complice. C'est le 7e appel. Ça, c'est l'appel que j'ai fait à minuit 58. Oui. Voyez-vous? Fait que ça, vous êtes où, là? Là, je suis à Pointe-Saint-Charles. Je suis direct devant la résidence de Saint-Pierre à ce moment-là. Fait que ça, vous venez de le déposer? Ça démontre que je l'ai appelé, qu'il est plus avec moi, il est débarqué, là. Au moment des meurtres. À 1h du matin, les victimes sont toujours vivantes. Une des 2 jeunes femmes assassinées a appelé une amie à 1h15 avant de se rendre à l'appartement de Brossard où la mort va la frapper. Au 6e étage, Denis Lemieux est lui aussi au téléphone. Denis Lemieux, à 1h37, il est visiblement encore vivant. Des déclarations des voisins de l'immeuble de Brossard parlent de bruit autour de 2h du matin. 2h35 à 2h36, là, je continue, mais là, il faut que je traverse tout le pont, je traverse le pont Mercier, puis là, je rentre dans Châteauguay. On le voit, la cellule 80X, là, c'est la cellule Châteauguay. Ça, c'est Châteauguay, OK. Nous avons étudié le témoignage de l'experte en téléphonie et les cartes déposées lors du procès. Les relevés des tours cellulaires ne confirment pas la version de Jolivet, notamment entre minuit 30 et 2h20 cette nuit-là. L'appel de minuit 58, qu'il dit avoir fait de Pointe-Saint-Charles, n'est pas capté par la tour de ce secteur, mais plutôt par une tour située plus à l'ouest. Selon la preuve, cette tour relayait aussi les appels faits près du fleuve, à Brossard, à proximité des lieux du crime. La version de Jolivet n'a jamais subi l'épreuve des experts en cours. Aurait-elle soulevé un doute raisonnable? Jolivet a une thèse. Le délateur Claude Riendeau, le principal témoin contre lui, serait beaucoup plus impliqué qu'il ne le dit. Et il avait un mobile pour tuer les victimes. Il leur devait de l'argent. Bonjour. Nous sommes retournés chez Hélène Aymon, la petite amie de Paul-André Saint-Pierre à l'époque. Elle confirme que le matin du 10 novembre 92, Claude Riendeau est arrivé avec une cruche remplie d'argent et de bijoux. Claude Riendeau est arrivé avec une bouteille, un water bottle. C'est pas les choses de... Cruche? Ouais, de cruche, là. Ben, il me rappelle la grosse bouteille d'eau parce qu'il y avait beaucoup de sous, beaucoup d'argent, là, tu sais. Quand tu vois des billes de brun puis des billes de 50, parce que moi, j'étais assis sur le balcon quand j'ai vu ça. Une cruche qui se trouvait dans l'appartement de Denis Lemieux. C'est sa fille qui dit ça aux policiers et Jolivet vient tout juste d'obtenir sa déclaration dans la nouvelle preuve. Encore une autre déclaration qui avait été prise par les policiers puis qui n'a pas été transmise à l'avocat de la défense. Et ça en fait beaucoup, là. Un autre document révèle des contradictions dans le témoignage de la serveuse. C'est pas un élément, c'est pas 2 éléments par inadvertance qui est pas là. C'est tous les éléments qui viennent en contradiction n'ont pas été divulgués. Pour l'avocate de Jolivet, on a systématiquement omis de divulguer tout ce qui pouvait disculper son client, ce qu'elle appelle une vision tunnel. Quand on a une cible, puis on dit c'est la personne qui est coupable, mais là, on essaie de trouver toute la preuve alentour pour démontrer que la personne est coupable. C'est ça du tunnel vision. Puis je pense que c'est ça qu'est-ce qui est arrivé dans ce dossier-là. Et pourquoi vous pensez qu'ils avaient ciblé Jolivet à tout prix? Monsieur Jolivet, c'est pas la personne qui est blanche comme neige puis qui a jamais eu de démêlé avec la justice. Le policier à la retraite, Jacques Saint-Pierre, qui a contribué à l'enquête, est encore convaincu 25 ans plus tard que Jolivet est coupable. Je suis convaincu, c'est clair dans ma tête, que c'est un des auteurs de ces quadruples meurtres-là. Même s'il soulèverait un doute, moi, dans ma tête, il n'y a pas de doute. C'est aujourd'hui presque impossible de savoir avec certitude ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Mais une chose semble établie, Daniel Jolivet n'a pas reçu toute la preuve au moment du procès, ce qui est un élément essentiel pour obtenir un procès juste et équitable. Des notions qui ont l'air bien théoriques, mais qui nous interpellent quant au système de justice qu'on souhaite avoir. La communication de la preuve, ça rentre dans le concept de procès équitable. La question n'est pas de savoir s'il est factuellement coupable. La question est de savoir, est-ce que le procès
était équitable. Et si, en quelque part, quelqu'un décide qu'on n'a pas joué franc jeu, qu'on n'a pas respecté les normes, mais c'est le verdict qui est entaché, puis on doit annuler le verdict. Quand il dit ça, lui, ça, c'est ce qui m'a fait... qui m'a déterminé à aller plus loin dans cette affaire-là. Parce que l'injustice, c'est une chose que je suis pas capable d'accepter. Pourquoi est-ce qu'on... Les autres preuves qu'il nous apporte, on n'y croit pas. Même le policier Saint-Jacques, il dit quand même qu'il apporterait des preuves. J'ai pas de doute. Bien, un instant, là. Si quelqu'un apporte des preuves, tu peux pas dire « apporte-en pas, j'ai pas de doute. Je n'ai pas besoin, je veux pas les faits, j'en ai assez. J'ai tout circonscrit, puis le reste n'a pas d'importance. » Quand vous avez reçu la décision du DPCP, cette lettre qui dit on reconnaît qu'on n'a pas divulgué l'entièreté de la preuve, mais là, c'était la confirmation de ce qu'on dit depuis des années. Absolument. Et vous, tout à coup, vous apercevez Patrick Michel à la télé dans une entrevue? Je vois un reportage sur Radio-Canada, une entrevue avec Patrick Michel, directeur des poursuites criminelles et pénales. Alors, je commence à lui écrire. Je lui écris une première lettre. J'envoie le livre, le 12e jury, en lui disant « Vous devriez lire ce livre, revoir le dossier. » J'ai pas de réponse. J'ai écrit une autre lettre 3 semaines après, avec un autre élément du dossier, une 3e lettre, une 4e lettre. Il ne me répond pas. Je ne reçois pas de réponse. J'arrête, je continue. Intervalle régulier, j'envoie une lettre avec des éléments de preuve ou avec quelque chose en disant « Vous devriez reprendre ce dossier. » J'ai même envoyé le livre, le 12e jury. Et soudain, j'apprends en novembre qu'il a institué une enquête interne, novembre 2024. Et moi, j'appelle la personne qui a fait l'enquête parce que j'ai son numéro. Et elle me dit « Je ne peux pas vous parler, M. Bélan. » J'ai dit « Je sais que vous ne pouvez pas me parler, mais avez-vous le droit de m'écouter? » J'ai dit « Je suis consciencieux, puis je suis un homme de devoir. Et c'est pour ça que j'ai écrit. Puis voilà, vous n'avez pas besoin de me parler. » Elle m'a dit « Bien, moi aussi, j'ai une conscience. Je suis une personne de devoir. » Et elle m'a dit votre livre est très troublant. Et elle m'a dit aussi que Daniel Jolivet n'est pas le seul à s'être fait avoir par le GRCC. Puis effectivement, un mois après, presque jour pour jour, on a reçu une lettre du DPCP, le procureur en chef, je pense, du DPCP, qui dit, qui confirme que Jolivet a droit à un nouveau procès. Et vous ne serez satisfait, Pierre, qu'au moment où Jolivet sera libéré de prison, à quel moment vous aurez l'impression d'avoir accompli votre mission? Alors là, ce que je voudrais, c'est qu'il sorte de là. Il est grand temps qu'il sorte, parce qu'il a besoin de soins médicaux, puis il a besoin de vivre dans le vrai monde. Sortir, c'est bon, mais ensuite que son innocence soit reconnue. C'est ce que Daniel a demandé dès le début. Je veux qu'on me reconnaisse comme innocent. Merci, Pierre Bélan. Merci. Daniel Jolivet a attendu 33 ans en prison. On vient juste de reconnaître, enfin, qu'il a possiblement été victime d'une erreur judiciaire. Il vient d'obtenir sa remise en liberté provisoire. Il est dans le box en ce moment des accusés. Alors, la juge a recommandé qu'il soit remis en liberté directement du palais de justice. Oui, effectivement, la décision est rendue. Il n'est pas encore sorti de détention, mais c'est une question de minutes. Donne-moi ça. Pierre! Pierre! Ça va, Pierre? Oui, ça va bien. Première question, comment allez-vous? Ça va bien. Ça va mieux. En tout cas, le combat n'est pas fini, pareil, là, mais on va voir. Comment on se sent, première bouffée d'air ici, là, de l'air montréalais, liberté provisoire? Oui, ça va très bien. Je suis content de ça. Là. C'est un poids. On dirait que j'ai rajeuni. Oui, c'est là. Ça va, Isabelle? Tu ne croyais pas, hein? Tu ne croyais pas qu'il sortirait.